remontant vers le nord, au-delà de la capitale du Cambodge, le Mékong que les Khmers appellent Tonlé Tom s'étale en un immense et monotone ruban liquide, parfois divisé en de multiples bras séparés par les îles. Devant cette immensité, les 6 explorateurs envoyés en 1866 par la France comprirent que l'expédition qui devait les mener jusqu'aux sources du fleuve serait interminable. Les richesses de Phnom Penh, ses marchés, sa cour royale, ses musiques et ses danseuses, tout cela dut leur paraître un paradis évaporé. Autour d'eux, une nature sauvage et sans relief défilait avec lenteur. Immenses bancs de sable luisant au soleil, denses forêts plantées d'arbres aux troncs énormes. Et, parfois, le long des berges, des grappes de pirogues comme abandonnées, accrochées à de longues piques en bois, signe d'activité humaine indiquant la proximité de villages dissimulés dans les terres. C'est pourtant sur ces rives que bat le cœur du Cambodge profond. Krathien n'était alors qu'un modeste village de pêcheurs, relié aux autres villages par l'ancestral chemin de poussière qui court le long du rivage et relie les hameaux les uns aux autres. C'est devenu une capitale de province un peu assoupie, aux bâtiments datant du protectorat français, à la fois poussiéreux et usés par des décennies de pluie de mousson. L'autre attraction touristique de Krathien se matérialise avec les derniers dauphins du Mékong, que les opérateurs touristiques tentent de présenter en barque aux visiteurs armés de caméras. Les autorités du pays viennent de créer une réserve naturelle pour la préservation de l'espèce, interdisant la pêche sur un large espace fluvial. Ce n'est pas une destination particulièrement touristique. Un petit marché s'y déroule, regroupant les paysannes des alentours. Et on y goûte une superbe tranquillité aux terrasses des cafés, dans une ambiance post-coloniale, nostalgique et un peu vaine. Mais ça n'était pas ce que je voulais voir. Pour approcher les pays d'Asie, il faut s'éloigner des villes en enfourchant si possible un 2 roues qui seul permet de sentir et d'entendre l'environnement. Tout au long du Tonlé Tom, le Mékong, on peut voir la vie des pêcheurs telle qu'elle s'y déroule depuis des siècles, avec leurs carrelets à poulies, manipulés à partir de maisons posées sur des radeaux. Ces habitations en bambou peuvent s'ancrer au centre du fleuve, en se groupant pour former de véritables villages flottants, dont l'explorateur Francis Garnier parle dans son rapport d'expédition en 1868. De manière surprenante, ils sont toujours là, malgré les barrages que les Chinois construisent plus haut, au Laos. Sur le rivage, des paysans cultivent les berges. En période de mousson, ces pentes sont submergées et se couvrent comme le Nil en Égypte d'un limon qui fertilise les sols. Les paysans n'ont que 6 mois pour en tirer le maximum. Plus en amont, le fleuve prend des dimensions extraordinaires et coule au milieu d'une multitude de petits îlots couverts de verdure et entre lesquels les pêcheurs viennent jeter leurs filets.
peu plus loin, on trouve le site de Campi, où différentes halles sur pilotis occupent la rivière et peuvent être utilisées comme magasins, restaurants ou espaces détente, selon la saison et la demande. Rencontre insolite sur la route. Toute l'Asie a fait du vélomoteur un cheval de trait, aux ressources improbables. La paysanne joviale, qui au bord de la route me sauve de déshydratation avec son jus de canne, porte le vêtement traditionnel des femmes cambodgiennes. Un pyjama. Depuis son séjour au Cambodge en 1876, c'était devenu le costume d'Auguste Pavie, le représentant officiel de l'État français au Laos. Cet ambassadeur en pyjama sauva le roi laotien des bandes armées chinoises en 1888 et obtint en retour un traité de protectorat. On est loin des blancs smoking de Marguerite Duras. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. La mode du pyjama en France date de la fin du XIXe siècle. Les influences culturelles ne vont jamais dans un seul sens. Les enfants me saluent sur mon passage. Hello. Ici, l'étranger est toujours une forme d'attraction. Et une réponse joyeuse fait toujours des heureux. Hello. Arrivé impromptu dans une école de village. Le jeune professeur qui m'a vu arriver m'invite à entrer. Salutations des élèves. Le bâtiment n'est pas dégradé, tout est propre, rangé, ordonné. Et il parle anglais. La classe n'est pas surpeuplée, les enfants semblent heureux et bien nourris. On peut voir beaucoup moins bien en Asie du Sud-Est. May I take a picture? Yeah, okay. You can. Yeah, I love it. And where are you from? France. Oh, Yes, I'm French. Oh, yeah. I am a teacher at the primary school. Primary school. So I teach every subject except only English. Yes. Okay. Yeah, like mathematics, geography, or something, you know. Okay. Yes. Yeah. And we teach 2 times a day. 2 times a day in the morning and in the afternoon. In the morning from 7:15 until 11, so we have to take the breaks. Yeah, relax and have some lunch. And after we go back again at 1 o'clock at noon in the afternoon. Okay. Yeah. And how many pupils do you have? Sorry. How many pupils? How many boys and girls? This class 4. So include 31 students, and the women only 7. So the boy is 24. Yeah, so 31. Okay. J'abrège, ne voulant pas jouer plus longtemps à l'inspecteur des écoles dans sa tournée coloniale. À côté, un bonze vit seul, dans son petit monastère, et jardine en silence. À quelques dizaines de kilomètres de Krathié, on atteint le village de Sombor, qui présente un temple remarquable. Appelé le temple des 100 colonnes, c'est le plus grand du Cambodge. Il a été reconstruit sur l'emplacement d'un ancien temple détruit par les Khmers rouges. À l'extérieur, les traditionnels serpents nagas, qui soutiennent le dieu hindou puis bouddhiste Garuda, ont des têtes terrifiantes, proches des têtes de mort humaines, à la différence des nagas dragons thaïlandais, finalement bien sympathiques.
Un peu en arrière du fleuve, et alimenté de son eau, s'étendent les champs de riz. Le riz, c'est l'or blanc du Cambodge. Et il a été nommé pour la 5e fois meilleur riz au monde lors de la conférence mondiale du riz, The Rice Trade, en 2022. Finalement, je décide d'aller chercher le vieux chemin de terre millénaire secret qui longe le fleuve jusqu'en Chine. Et je passe de l'autre côté. Une musique au loin attire mon attention. On m'explique qu'il s'agit de l'inauguration d'un nouveau temple et que tous les villages des environs seront là. Un jeune homme m'aborde et m'invite au repas. Chaque village possède dans l'enceinte son propre espace pour y prier, puis manger, précédé par les bonzes qui lui sont attachés. Au centre du dispositif de la fête, l'orchestre traditionnel cambodgien fait l'animation de la journée.
tous les participants, venus des villages alentours, sont maintenant présents, et chacun porte les offrandes qu'il compte donner aux bonzes pour l'entretien du temple. Le cortège fait d'abord 3 fois le tour du bâtiment sacré, avant de monter vers l'entrée pour déposer l'argent ou les objets de valeur. À la fin de la cérémonie, une jeune fille s'approche de moi et me dit « Vous avez de la chance. Ce n'est pas tous les jours qu'on inaugure un temple. Cette cérémonie n'a lieu, au mieux, que tous les 30 ans. » Je pris son regard malin comme un défi et lui répondis « Alors, on se reverra dans 30 ans. » Mais je pense qu'elle savait qu'il est des paris qui ne se gagnent pas.